Bien, mes chers collègues, monsieur le rapporteur, Monsieur le Président. monsieur le Président, madame la secrétaire générale, bienvenue au Sénat. Et donc, nous poursuivons nos travaux sur les concessions autoroutières comme convenu la semaine dernière. Donc, le rapporteur a prévu des auditions rapporteurs le mardi 10, auquel... Oh là, je suis bien sur le... Non, je ne suis pas sur la bonne... Si, c'est la bonne. Ah oui, sur la semaine prochaine. Oui, je croyais qu'on était aux auditions de la semaine prochaine. Toutes mes excuses. Donc, le rapporteur mardi 10, auquel vous êtes tous conviés, et à la commission d'enquête entendra en réunion plénière le lendemain, le 11 mars, plusieurs experts et personnalités. Donc, le calendrier prévisionnel mis à jour vous a été remis et vous recevrez la convocation ce soir. J'insiste, c'est que j'ai beaucoup marché dans les couloirs du Sénat, donc on va se poser un peu. Donc j'insiste pour que vous soyez le plus nombreux possible à assister à ces auditions, en dépit de la campagne des élections municipales. Et je vous informe que le rapporteur vous convie à déjeuner le 11 mars au restaurant du Sénat, dans une salle fermée, afin que nous puissions discuter du sujet qui nous occupe. Nous allons maintenant entendre, en les remerciant, M. Bernard Roman, président de l'autorité de régulation des transports, et Mme Stéphanie Druon, secrétaire générale de l'ART, autorité chargée notamment de la régulation des autoroutes. Cette audition est diffusée en direct sur le site internet du Sénat et elle fera l'objet d'un compte-rendu publié. Monsieur le Président, on rentre dans une phase un peu plus formelle. Madame la secrétaire générale, je vous remercie de vous être rendu à notre convocation. Après avoir rappelé qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434, 13, 434, 14 et 434, 15 du Code pénal, je vous invite à prêter serment, de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Je vous en remercie. Donc je vais passer la parole à notre rapporteur, mais avant cela, je vous demande, chers collègues, de poser des questions précises qui ne seront pas groupées. On a discuté de la méthode à adopter pour ces auditions, donc elles ne seront pas groupées afin que nous puissions avoir des réponses précises pour chacune d'entre elles. Bon, sans plus attendre, je passe la parole à notre rapporteur, Vincent Delahaye. Merci, Monsieur le Président. Oui, mes chers collègues, oui, effectivement, on a tiré les leçons un peu de la première audition plénière que nous avions eue la semaine dernière. Et effectivement, les questions groupées font que les réponses sont parfois un petit peu longues et qu'il n'y a pas aussi parfois des oublis dans les réponses. Et que du coup, ça fait qu'on repose les mêmes questions. C'est un peu compliqué. Donc, on a pensé que ça serait plus vivant d'avoir effectivement une question, une réponse, de façon à ce que ça soit plus interactif et aussi un petit peu plus rapide. Ça veut dire que on souhaite que nos invités puissent répondre de façon assez concise, de façon à ce qu'on puisse avancer et puis éventuellement approfondir s'il y a nécessité certains points avec les uns ou les autres. Donc, je vais commencer un petit peu le bal des questions en essayant de ne pas être trop long non plus pour ma part. Mais la première question, c'est bien sûr une présentation rapide de la façon dont l'autorité de régulation des transports qui était avant l'ARAFER, ça a été une transformation de l'ARAFER en autorité de régulation des transports, comment elle perçoit donc le secteur des concessions autoroutières, comment elle suit, quels sont les moyens humains qui sont mis sur le sujet, les profils des personnels. Donc, combien de personnes, quel profil et quels sont les travaux annuels qui sont réalisés sur le contrôle de ces sociétés autoroutières. Sachant qu'une des questions que nous nous posons et que se pose la commission d'enquête, c'est de savoir comment globalement l'État suit ces concessions autoroutières. On a l'impression que c'est un petit peu dispersé. Et est-ce qu'il y a une coordination entre les uns et les autres? Ça nous intéresse aussi de savoir s'il y a cette coordination qui nous paraît nécessaire ou pas. Voilà, Monsieur le Président, je vous donne la parole. Merci, Monsieur le Président, de votre accueil. Merci, Monsieur le rapporteur, de votre accueil et de cette première question sur laquelle vous avez bien précisé que vous souhaitiez une réponse synthétique sur une question qui est
particulièrement large. Je vais essayer d'être bref, peut-être passer la parole à ma secrétaire générale sur la question des moyens humains. Le président de l'autorité des transports n'étant pas président directeur général et n'ayant pas en charge les questions d'organisation et de personnel, je vais laisser Madame Druon vous répondre sur cette question. Un petit élément de contexte. Si l'ART existe avec des compétences en matière autoroutière aujourd'hui, c'est parce que le Parlement l'a voulu. Il l'a voulu en 2015, en réaction à l'époque à 2 rapports qui avaient fait grand bruit, un rapport de la Cour des comptes et un rapport de l'autorité de la concurrence sur les concessions autoroutières qui notaient un certain nombre d'anomalies, je mets le terme entre guillemets, sans reprendre des termes très forts qui avaient été cités à l'époque dans ces 2 rapports. Et le Parlement a souhaité, à l'occasion de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances, dite loi Macron d'août 2015, faire en sorte que le régulateur des transports à l'époque, qui s'appelait l'ARAF, qui ne traitait que des questions ferroviaires, étende ses activités à la régulation et au contrôle des concessions autoroutières. Il l'a fait en lui donnant 3 types de missions différentes. J'essaye d'être synthétique, quitte à approfondir telle ou telle autre question. La première mission, c'est ce qu'on appelle la régulation des tarifs de péage, c'est-à-dire que chaque fois que le concédant, l'État, se met d'accord avec un concessionnaire pour des travaux nouveaux, une section nouvelle, qui a des incidences dans un avenant ou sur le montant des péages ou sur la durée de la concession, l'avis de l'ARAFER est requis. Je dis de l'ARAFER, je devrais dire de l'ART, puisque depuis le 1er novembre dernier, nous sommes devenus ART avec d'autres secteurs de régulation des transports qui se sont ajoutés au fer et au rail et à la route. Premier champ, donc, celui de la régulation des tarifs des péages. C'est ce que nous avons fait, par exemple, sur le PIA. Je sais que vous avez évoqué le PIA et ces 43 opérations lors de l'audition que vous avez eue de la DGITM, de M. Balderelli. On pourra y revenir si vous le souhaitez, car c'est l'illustration d'une intervention importante de l'ARAFER. Le deuxième secteur dans lequel nous intervenons, c'est celui des marchés. Les procédures de marché, procédures de passation et d'exécution des marchés de travaux, de fournitures et de services des concessionnaires. Nous avons en la matière la mission de contrôler la composition et le bon fonctionnement des commissions d'appel d'offres qui doivent être mises en place depuis la loi d'une manière systématique dans toutes les sociétés concessionnaires à partir d'une certaine taille. Et nous avons à contrôler aussi les marchés qui sont passés par ces sociétés concessionnaires. Vous nous avez interrogé sur ce que nous faisions si notre analyse dans le questionnaire auquel nous allons répondre dans le détail par écrit dans la semaine qui vient, sur ce que nous faisions lorsque des conditions n'étaient pas remplies. Nous avons la capacité de saisir la justice, ce que nous avons fait une fois, et nous pourrons revenir aussi sur cette illustration des pouvoirs qui ont été donnés par le législateur à l'ART en matière de contrôle des marchés. Et le troisième domaine, qui est loin d'être négligeable et qui répond à la préoccupation que vous avez exprimée, c'est un pouvoir de collecte, de collecte de données, puisque l'ART a la capacité de demander, je devrais dire d'exiger, des sociétés concessionnaires un certain nombre d'informations de nature financière, technique, économique, sur la situation économique de leur société, année après année, et nous publions chaque année un document que je vous ai remis, mais qui n'est pas encore complètement broché, qui est la synthèse des comptes des sociétés autoroutières, qui est une synthèse globale, et il y a une synthèse société par société qui est faite. Nous allons aussi, c'est une des missions que nous a confié la loi, publier un rapport sur la situation économique, mais un rapport quinquennal
qui nous permettra de donner une vision très très claire de l'évolution, alors l'ensemble des éléments, hein, l'évolution des recettes, l'évolution des tarifs de péage. Les recettes des sociétés autoroutières, 98%, ce sont les recettes de péage. Les recettes de péage augmentent, vous l'avez noté dans votre exposé des motifs, plus vite que l'inflation, pour des raisons objectives, qu'on connaît, hein, mais qu'on explique et qu'on détaille dans nos rapports. Et puis, il y a la société globale économique des sociétés concessionnaires. Le chiffre d'affaires en 2018, 10 milliards 400 millions. 98% environ viennent des recettes de péage, des dividendes distribués qui sont étonnants et qui sont expliqués, de l'endettement qui existe des sociétés concessionnaires d'autoroutes. Et nous allons projeter, il y a des vrais désaccords entre la façon dont nous voyons cet endettement et dont les sociétés d'autoroutes nous le présentent aujourd'hui. Et donc nous allons publier dans notre rapport quinquennal cette année une vision précise, objective, documentée, expertisée de cette situation économique du monde autoroutier. Donc voilà, en gros, j'ai dit qu'on publiait le rapport sur la synthèse de la situation économique des sociétés d'autoroutes. Nous publions aussi un rapport annuel sur les marchés et les contrats passés par les sociétés d'autoroutes. Ils sont naturellement disponibles sur notre site, mais ils sont aussi à votre disposition, naturellement, si vous le souhaitez. Ils sont disponibles à partir de... ils sont d'ores et déjà disponibles. D'ores et déjà disponibles. Depuis, alors oui, nous sommes compétents depuis février 2016. Et donc, le premier rapport sur les marchés, nous l'avons publié, il était incomplet en juillet 2016. Mais tous les rapports depuis sont des rapports qui sont complets, hein, 2017-2018. Et les rapports sur la situation économique, nous les avons sur 2015, 2016, 2017, 2018. Donc, et le rapport quinquennal qui arrivera cette année. Ce qui est très très important, c'est notre pouvoir de collecte. Parce que notre pouvoir de collecte, c'est vrai dans le domaine autoroutier, mais c'est vrai aussi dans le domaine, dans les autres domaines que nous suivons. À partir du moment où nous définissons une liste d'informations qui doivent nous être fournies, que nous en décidons dans le cadre de notre fonctionnement du collège de l'autorité, les sociétés sont dans l'obligation de nous y répondre, sous peine de sanction. La sanction est extrêmement lourde puisque la loi nous permet d'infliger des sanctions qui vont jusqu'à 3% du chiffre d'affaires des sociétés concernées. Elles le savent, il n'y a pas besoin de brandir la menace pour qu'elles nous donnent les informations, qu'elles nous fournissent les informations qui leur sont demandées. Ça n'était pas une évidence au début. Il a fallu négocier, discuter, travailler, établir cette liste. Mais maintenant, je dois dire que nous n'avons plus de difficultés pour obtenir, plus beaucoup de difficultés pour obtenir ces informations. Sur les moyens, Madame Druon, peut-être, si vous le permettez, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices. Alors, sur la question effectivement des moyens humains et financiers alloués à l'autorité pour, voilà, dans le cadre de ses missions sur la régulation et le contrôle des concessions autoroutières. Alors, comme pour tous les secteurs de régulation de l'autorité à la charge, voilà, la bonne réalisation des missions que le législateur nous a confiées nécessite à la fois des compétences économiques, techniques, juridiques et financières. Et donc, l'autorité est en fait organisée de façon à travailler en équipe projet. Donc, il y a toujours voilà, une direction pilote, qui est une direction métier, et qui s'appuie sur des directions support. Donc, à la direction métier qui est pilote sur le sujet des autoroutes, mais qui a aussi d'ailleurs la régulation des autocars librement organisés, voilà, des cars Macron. Donc, dans cette direction métier, outre le directeur, il y a 8 agents qui sont effectivement entièrement dédiés à la régulation du secteur autoroutier, donc à la fois sur la partie économie des concessions, mais aussi au titre du contrôle des marchés autoroutiers et aussi du contrôle des projets de contrat d'exploitation des installations annexes à caractère commercial. Donc ça fait voilà 8, en plus du directeur 8 agents, mais ce ne sont absolument pas les seuls à travailler sur les missions autoroutières, puisque donc ils travaillent en équipe projet avec des personnes de la direction des affaires juridiques,
et également de la direction des affaires financières, qui d'ailleurs maintenant s'appelle la direction des affaires aéroportuaires et financières, qui, alors bon, voilà, pour le coup, ces directions support traitent de tous les secteurs de régulation, mais voilà, il y a un peu plus des agents un peu plus spécialisés sur le secteur des autoroutes. À la direction des affaires juridiques, je dirais qu'ils sont à peu près 4, voilà, un peu plus spécialisés sur le secteur autoroutier, et à la direction des affaires financières, outre la directrice, aussi 3, mais pas forcément à temps plein, voilà, sur ces missions, mais quand même en grande partie. Donc, du coup, en ETPT, je dirais qu'on avoisine pas loin les 13, 14. Oui, voilà, oui, 13, 14. Oui. Pardon, je suis désolée. Je vais ralentir. Je m'excuse. Je vais ralentir. Elle suit bien les consignes. Elle suit bien les consignes. Ah oui, Et je vais parler plus devant le micro. Je suis désolée. Voilà, donc si on alloue l'ensemble des compétences économiques, techniques qui sont à la direction métier et puis direction juridique et financière dans les directions transversales, je dirais qu'en ETPT, voilà, on doit être à 14-15, équivalent de temps plein travaillé sur le secteur autoroutier. Et en termes de moyens financiers, alors je ne sais pas si ça faisait partie aussi de la question, jusqu'à l'an dernier, on avait une taxe affectée qui était prélevée sur les SCA pour voilà, financer le fonctionnement de l'autorité sur cette partie, et cette taxe affectée qui était plafonnée, comme toute taxe affectée, qui était donc plafonnée à 2,6 millions, et moins les frais de gestion de la GFIP, on avait à peu près un peu plus de 2,4 millions qui étaient reversés à l'autorité chaque année. Cette taxe, dans le cadre de la loi de finances pour 2020, a été supprimée, comme toutes les autres taxes affectées à l'autorité d'ailleurs. Et maintenant, l'autorité discute voilà, annuellement avec la direction du budget et le ministère des Transports d'une dotation de fonctionnement global annuelle. Voilà. Merci bien. Merci pour cette concision. Et, alors, je vais essayer de rebondir un petit peu sur les missions de l'ART. Si je comprends bien, la mission de collecte d'informations et de documents se passe plutôt bien. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas eu de problème jusqu'à présent, puisque vous n'avez pas eu à émettre de sanctions financières. On a compris qu'elles pouvaient être dissuasives. Donc, vous nous confirmez qu'à aucun moment, il n'y a eu des documents que vous avez souhaité obtenir et dont vous n'avez pas pu avoir communication? Non, je ne vous garantis pas que nous ne soyons pas trouvés dans cette position. Mais la menace existant, le droit étant ce qu'il est, nos décisions ayant dans certains cas pouvoir de décision réglementaire, supplétive, de décision réglementaire, c'est un droit réglementaire supplétif, c'est-à-dire que c'est la force de la loi qui s'applique. Nous avons fini par obtenir ces éléments. Je dois dire qu'il y a eu une grande réticence au départ, car c'était complètement nouveau. On ne régulait pas, on ne contrôlait pas le domaine des autoroutes. Il y avait bien un dispositif de contrôle des marchés, mais qui ne pouvait obtenir aucune information. Donc à partir du moment où la loi nous a donné cette capacité d'aller chercher les informations, c'est vrai que on a choisi de le faire d'une manière pédagogique. Et donc, à plusieurs reprises, j'ai réuni les présidents des sociétés concessionnaires d'autoroutes, rencontré le président de l'ASFA, que je pense, l'Association française des sociétés d'autoroutes. Je pense que vous les rencontrerez dans le cadre de la commission d'enquête. Et progressivement, nous avons pu mettre au point le dispositif qui fonctionne aujourd'hui. Je dois dire d'ailleurs qu'il fonctionne même, je rebondis sur la réponse de ma secrétaire générale, peut-être trop bien, puisque nous avons à contrôler les marchés des sociétés d'autoroutes. Il y a plusieurs centaines de marchés par an. Un marché, ça peut être, si on se réfère à l'ancien monde, 1000 pages, 1200 pages. Et ce n'est pas avec 8 collaborateurs, dont 2 qui sont plus particulièrement à s'occuper des marchés, qu'on peut contrôler quelques centaines de marchés par an. Et donc, le contrôle se fait d'une manière aléatoire, en choisissant bien les marchés que nous devons contrôler. Et j'en profite pour dire d'ailleurs que sur les marchés, nous contrôlons, donc, nous veillons à ce que les commissions des marchés soient majoritairement composées de membres indépendants, ce qui n'était pas forcément le cas avant. C'est quand même une belle avancée qui a été souhaitée
par le Parlement. Nous veillons à ce que les règles de fonctionnement des commissions des marchés soient les mêmes pour toutes et respectées dans l'organisation et l'attribution des lots qui sont mis en concurrence. Et nous veillons aussi à ce que les conditions d'écriture des appels d'offres soient légales. C'est sur l'un de ces marchés que nous avons saisi la justice, qui, sur un marché que je peux évoquer aussi ici, qui était un marché de la société ASF, qui est une société du groupe Vinci, nous avons été déboutés en première instance par le tribunal de grande instance de Nanterre. Nous avions estimé que le marché était fait de telle manière que le critère du prix était finalement le seul critère qui comptait sur l'attribution du marché, et que tous les autres critères qui étaient présentés ne l'étaient que pour la forme, puisque le coefficient porté sur le critère du prix était tel que tous les autres critères disparaissaient. Le tribunal de Nanterre a jugé sur les faits et pas sur le droit, et a dit oui, mais même si on avait changé les coefficients, c'est quand même le même attributaire qui aurait été désigné. Mais nous, ça n'était pas notre problème, le choix de l'attributaire. C'était le respect des règles qui était notre problème. Et donc, on a fait appel, et la Cour de cassation nous a donné raison en précisant que c'était bien les règles qui devaient être appliquées dans l'organisation des appels d'offres. Ce qui nous rend plus forts aujourd'hui pour exiger que ces règles soient respectées sur l'ensemble du champ de toutes les sociétés concessionnaires. Merci. Juste, oui, je repose deux questions et puis après je laisse les collègues, la parole aux collègues. Mais alors sur ces marchés, il y a l'aspect formel et puis réglementaire et légal de respect des règles et des procédures, mais le questionnement qu'on a, nous, c'est de savoir si, de façon majoritaire, les marchés sont attribués à des sociétés liées au groupe, Vinci, Eiffage ou, dans une moindre mesure, Abertis. Et puisque je crois qu'il y a des règles pour essayer de limiter, mais je ne sais pas si c'est appliqué, en fait, ces marchés avec des sociétés liées au groupe et liées aux deux groupes. Quand je pense aux deux groupes, c'est Vinci et Eiffage, parce que est-ce qu'il n'y a pas des marchés croisés, entre guillemets, et c'est ça. Est-ce que vous contrôlez ça? Est-ce que vous contrôlez effectivement l'affectation des sociétés attributaires au groupe? Et comment on peut définir ces pourcentages? Est-ce que vous l'avez fait? Et est-ce que vous l'avez fait globalement, comme je disais, Vinci et Eiffage pour les uns et pour les autres? Et la deuxième question, excusez-moi, et puis après je laisse les collègues, mais c'est le contrôle des avenants. Les avenants, la DGITM, alors j'ai l'impression qu'il y a à peu près 17 avenants depuis l'origine, à peu près sur chaque marché. La DGITM nous a déclaré, son sous-directeur nous a déclaré que tous les avenants étaient équilibrés. C'est-à-dire qu'il y avait d'un côté les travaux à réaliser et de l'autre côté une contrepartie. Et qui faisait que tous ces avenants, moi c'est ce que j'ai retenu de l'audition, c'est que tous les avenants étaient équilibrés. Est-ce que, à votre connaissance, c'est le cas? Est-ce que vous contrôlez cet équilibre des avenants? Est-ce que vous les avez? Est-ce que vous avez des détails? Parce que moi, ça m'intéresserait qu'on ait la synthèse de tous les avenants depuis l'origine, depuis 2006, travaux et contreparties, souvent augmentation des tarifs. Oui, merci Monsieur le rapporteur. Je vais répondre à cette deuxième. Sur la première question, je dis deux choses et je laisserai Madame Druon vous donner les éléments un peu plus chiffrés qui sont en notre possession dans les études des marchés. La première chose que je voudrais dire, c'est que il faut être capable, je vais dire les deux choses en même temps, il faut être capable à la fois d'être particulièrement clair, on va l'être puisque nous publions les choses, et en même temps mesurer. Les travaux publics routiers organisés sur les 9200 km d'autoroutes en France représentent un peu moins de 3% du montant total des travaux publics et routiers réalisés en France chaque année. Et donc, ça ne change rien au problème, à la problématique de y a-t-il, oui ou non, des accords avec les sociétés liées.
mais il faut prendre cette mesure. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut toujours mesurer, quand on prend les différents groupes de travaux publics et routiers, il faut toujours mesurer la part de travaux qu'elles font pour leur groupe, pour le groupe lié, avec la part moyenne qu'elles font sur l'ensemble des travaux routiers. Je veux dire que si une société du groupe Eiffage travaille pour les sociétés d'autoroutes, les sociétés concessionnaires de ce même groupe, et qu'elle fait 30% pour ce groupe, alors qu'elle fait en moyenne 30% pour l'ensemble des travaux routiers en France, il n'y a peut-être pas à s'inquiéter. Si elle est à 60 ou 70%, il faut regarder de plus près. Mais les chiffres, Madame Druon vous les donnera. Sur les avenants, chacun a sa vérité. Et je ne suis pas là pour dire que ce que pense la DGITM n'est pas vrai. Parce que la DGITM, son travail, c'est de faire en sorte qu'il y ait une dépense et qu'elle soit compensée dans le cadre d'un avenant, ni au-delà, ni en deçà. Le regard qu'on a apporté entre la préparation de l'avenant par le concédant avec le concessionnaire et sa signature est un regard qui porte sur 3 grosses étapes. Je le prends par rapport au PIA, plan d'investissement autoroutier. La première chose que nous regardons, c'est les travaux ou les dépenses qu'on nous demande de compenser par une hausse de péage ou par un allongement de la durée. Est-ce qu'ils sont nouveaux ou est-ce qu'ils figuraient déjà dans le contrat initial? Et sur le PIA, il y avait 57 opérations qui étaient programmées dans le PIA, préparées par le concédant et les concessionnaires. Nous avons estimé qu'il y en avait un certain nombre, 8, qui étaient déjà inscrites dans les contrats initiaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour nous, ces 8 opérations, elles étaient déjà payées ou en cours d'être payées par les péages existants et qu'il était anormal de les faire payer par ou une augmentation du péage nouvelle ou une augmentation de la durée. C'est la première chose que nous regardons. Sur ce point, nous avons été suivis par le Conseil d'État et ces 8 opérations ont été retirées du plan d'investissement autoroutier qui a été signé. La deuxième chose que nous regardons, c'est cette opération est-elle utile et nécessaire? C'est la loi qui fixe à l'exploitation de l'autoroute. Sur ce point, nous avons estimé qu'un grand nombre d'opérations n'étaient ni utiles ni nécessaires. Notre problème, je le dis clairement devant les élus que vous êtes, les élus de la nation que vous êtes, notre problème n'est pas une question d'opportunité politique. Si des maires, des présidents d'agglo, des présidents de département, des présidents de région veulent faire un échangeur à tel endroit parce qu'il y a une zone industrielle ou une zone d'activité qui se crée, on n'a pas jugé de savoir si c'est utile et nécessaire. Ce dont on a jugé, c'est de savoir si c'est à l'usager de l'autoroute de la payer ou si c'est au promoteur de la zone industrielle ou aux collectivités territoriales ou à l'État. Et nous, notre point de vue, il est à donner du point de vue de l'intérêt de l'usager. L'usager qui prend cette autoroute tous les jours, est-ce que cette bretelle nouvelle ou cet échangeur nouveau lui apporte quelque chose de supplémentaire par rapport au prix qu'il paye? Si oui, ça peut être du désengorgement, ça peut être de la facilité de circulation, ça peut être une capacité de voyager davantage, d'avoir d'autres destinations utiles en dehors de cette zone d'activité qui serait créée. Si oui, utile, nécessaire, oui. Sinon, est-ce à lui de payer cette nouvelle bretelle sur une zone d'activité avec laquelle il n'a rien à voir? C'était notre vision des choses. On n'a pas été suivi par le Conseil d'État sur cette question. Autant on avait été suivi sur les opérations déjà étant inscrites, autant sur celle-là, on n'a pas été suivi par le Conseil d'État. Il y en avait combien que vous jugiez sur les 57? Alors, le nombre exact sur l'utile et nécessaire, il y en avait quand même une bonne quinzaine, me semble-t-il. On vous précisera ça. Je fais toujours très attention aux chiffres, parce que devant une commission d'enquête, il ne faut pas donner un mauvais chiffre. Hein. Donc, mais je crois qu'il y en avait une bonne quinzaine, entre 12 et... Oui. Et puis, il se trouve que dans le cadre de la LOM, contrairement à notre avis, cette disposition a été encore assouplie. Et donc, maintenant, il y a 3 conditions cumulatives pour qu'une bretelle soit jugée utile et nécessaire.
et je ne vois pas trop comment nous pourrons juger qu'elle ne l'est plus. Il y a eu je sais que ça n'est pas dans cette Assemblée qu'on a insisté pour assouplir ces dispositions, mais elles ont été assouplies. Et donc, je sais même que dans cette Assemblée, il y a eu des tentatives pour faire en sorte qu'elles ne soient pas assouplies. Mais elles ont été assouplies, et nous, on est là pour appliquer la loi. Donc, et la troisième chose que nous regardons, elle est très importante. Il y en a d'autres qui sont plus marginales, mais la troisième chose que nous regardons, c'est le coût, l'estimation des opérations. Et sur ce point, je n'ai pas tout à fait le même regard que la DGITM. Je le dis devant cette commission d'enquête. Nous avons estimé que sur les 57 opérations qui étaient proposées, un certain nombre étaient surestimées et certaines très largement surestimées. Or, c'est sur la base des estimations qui sont retenues qu'on calcule la compensation, le niveau du péage ou la durée de l'extension. Et nous avions des référentiels entre la DGITM, les sociétés concessionnaires d'autoroutes et nous-mêmes, qui ne nous amenaient pas aux mêmes évaluations. Alors, je sais que M. Baldarelli vous a dit que finalement, ils ont fait expertiser ces coûts. C'est vrai qu'ils ont été expertisés 2 fois, et pas une fois. Une fois par une expertise qui nous a donné raison, et comme il faut toujours une deuxième expertise ne nous a pas donné raison. Mais la vérité se verra dans la façon de réaliser le bilan complet de ces opérations. Et le bilan complet, ce n'est pas pour maintenant, puisque le PIA et les premières opérations sont seulement en train d'être montées aujourd'hui. Cela dit, on est passé de, en gros, les chiffres précis, Madame Druon vous les donnera, je ne veux pas prendre le risque, mais on est passé de 850 millions à peu près à 700 millions d'opérations, de 57 opérations à 43 opérations, à une hausse de péage moins forte que celle qui était prévue initialement, et un revenu assuré pour les sociétés qui était lui aussi en baisse par rapport à celui qui était prévu initialement. Donc, il y a une véritable utilité. Ce qu'a voulu le législateur en 2015, en donnant cette compétence à l'autorité, c'est de dire qu'il y a une inégalité de moyens entre les sociétés concessionnaires et le concédant. Le concédant n'a pas les mêmes informations et les mêmes moyens que les concessionnaires. Et donc, il faut un tiers neutre, expert, qui expertise l'ensemble de ces contrats. C'est ce que nous avons fait, et manifestement sur le PIA, ça a apporté un certain nombre de conséquences. Alors, sur les choses plus précises, peut-être, Mme Druon. Oui, alors, les chiffres précis, le secrétaire général. Oui, merci. Alors, je vais apporter effectivement des compléments aux 2 questions du rapporteur. Oui. Et je vais me permettre juste un petit complément aussi sur la première question par rapport au pouvoir de collecte, parce qu'il y a une actualité récente, et c'est peut-être aussi le sens de la question du rapporteur. Effectivement, le président l'a très bien dit, franchement, les sociétés concessionnaires d'autoroutes transmettent vraiment assez facilement toutes les données qu'on demande, y compris financières. Et quand elles estiment que c'est un peu trop, parce qu'effectivement, il y a des fois c'est trop et ça demande du temps, je pense notamment aux demandes qu'on avait faites sur les marchés passés entre 2013 et 2015, quand on n'était pas compétent, qu'on a demandé pour pouvoir, nous, compléter notre base de coûts des opérations. Elles ont dit que c'était beaucoup de travail de tout collecter, de tout nous envoyer. On a un petit peu négocié, d'étaler dans le temps la transmission des informations et qu'elles pouvaient le faire sous la forme de scan, PDF et pas de tableau Excel, ce qui facilitait pour elles. Donc c'est fait en bonne intelligence. Il y a finalement une fois où on a eu un refus de communiquer effectivement sur un marché et où on a dû, et je le dis parce que c'était dans le cadre d'un avenant dans lequel on a rendu un avis récemment, qui est un avenant d'Atlande, et où on a dû ouvrir une procédure en manquement pour l'avoir, et où ça a été effectivement, on a pu clôturer assez facilement, puisqu'effectivement la menace de la sanction portait ses fruits, et on a fini par obtenir... La procédure en manquement, c'est avant la procédure de sanction. Donc la procédure en manquement, c'est effectivement le drapeau rouge. Voilà, mais on a... C'était sur un marché... en manquement. Une procédure en manquement, voilà. Et qui, en fait, si on peut mettre en demeure, de mettre fin au manquement, et si c'est pas fait, nous, après, on peut saisir la commission des sanctions. Mais donc, voilà, on l'a agité une fois, le drapeau rouge, et ça a été, assez vite, ça s'est bien fini, on a eu l'information, et ça s'est clôturé. Donc ça, c'était,
les petits compléments, parce qu'il y a une actualité, y compris dans le cadre d'un avis sur un avenant. Alors, sinon, sur effectivement les marchés d'abord, et puis après, on viendra aux avenants. Donc effectivement, l'autorité veille à l'exercice d'une concurrence effective et loyale. Alors, le premier biais, c'est déjà effectivement de s'assurer, le président l'a dit, que les commissions des marchés soient composées d'une majorité de membres indépendants et qu'elles ont des règles de fonctionnement, voilà, qui sont soumises à avis conforme de l'autorité. Sinon, voilà, en cas de manquement, en fait, on vérifie les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Donc voilà, on regarde vraiment, on s'attache à regarder vraiment le respect de ces obligations de publicité et de mise en concurrence. Et du coup, on regroupe un petit peu les manquements relevés. Alors il y a différents types de manquements. Le principal étant effectivement le fait de neutraliser les critères techniques avec voilà, et qui revient à utiliser en fait que le critère prix, et c'est le référé prix contractuel qu'on a fait une fois. Et puis maintenant que voilà, la Cour de cassation nous a donné raison, on va peut-être pouvoir voilà, étudier l'opportunité d'en faire plus. En revanche, on n'a pas voilà, nous on s'astreint à vérifier vraiment le respect des règles de publicité et de mise en concurrence et de bon fonctionnement des commissions des marchés, mais on n'a pas au motif qu'on est sur un pourcentage trop élevé d'attribution à des sociétés liées à faire quelque chose. En revanche, on le dit, c'est-à-dire que chaque année on publie un rapport sur les marchés et contrats passés par les SCA, où on rend public ce chiffre. Et donc là, on est un peu dans notre, ce que nous, on appelle ça la sunshine regulation, voilà, dans notre rôle justement de transparence. Et par le fait de communiquer ces chiffres, ça peut, voilà. Juste si je peux vous interrompre là-dessus, dans le rapport, vous mettez les entreprises liées, les marchés, le pourcentage de marché, par exemple, passé par Vinci avec des entreprises qui lui sont liées directement, mais pas avec des entreprises liées à Eiffage. Et inversement, non mais je pense que le groupe FH peut faire travailler des sociétés du groupe Vinci et inversement. Oui, tout à fait. Et ça, vous le marquez dans votre rapport. C'est pas aussi précis, mais on écrit sur la totalité des marchés. Alors on écrit les marchés passés par telle société avec ces sociétés liées. Ça nous a d'ailleurs valu dans la première publication à l'époque. Ni moi-même, ni Madame Druon n'étions en poste, mais c'est la première publication qui a été faite en juillet 2016, partielle, qui a montré qu'il y avait à l'époque un chiffre qui a fait réagir l'ASFA, 60% des marchés qui concernaient des entreprises liées. Aujourd'hui, quand on fait le point société par société, des sociétés avec lesquelles les marchés sont passés, et on fait un point global, celui que je vous disais tout à l'heure. Les sociétés du groupe Vinci, combien ont-elles, les sociétés du groupe Eiffage, les sociétés du groupe Bouygues, aussi, combien ont-elles sur le marché national et combien ont-elles sur le marché des autoroutes? Et on voit, vous parliez d'une obligation, il y a une obligation qui a été faite qui n'est ni réglementaire ni législative, mais un peu contractuelle entre les sociétés d'autoroutes et l'État concédant au moment du PRA, de dire il y a un pourcentage qui doit être affecté à des entreprises locales, à des petites entreprises. Et ça aussi, on n'a pas à le vérifier, mais ou à le sanctionner, mais on essaye de le regarder à travers le PRA. C'est à peu près 50% du PRA aujourd'hui qui est en cours de réalisation seulement. Hein, il date de 2015. Donc vous voyez, PRA, c'est le plan de relance. Le plan de relance autoroutier. Le plan de relance et le plan d'investissement. Oui, le plan de relance était beaucoup plus significatif. Il faisait 3 milliards et demi. Oui, c'est ça, un peu plus de 3 milliards. Et tandis que le PIA, il était à un peu plus de 800 millions. Il a été ramené à 700. Oui. Alors, sur les chiffres, on vous les enverra par écrit. Peut-être juste quand même une précaution avant de les donner. C'est effectivement la réparation par groupe de travaux publics des marchés qui ont été passés par les sociétés concessionnaires donc, en 2017-2018, dont le montant est supérieur à 90 000 €. Mais c'est vrai qu'en cas de groupement, on donne le nom du mandataire. Et donc, bon, voilà, comme on n'a pas forcément la part réelle des travaux réalisés par chacun des et sous-traitants, ça peut légèrement biaiser les chiffres. Donc, si effectivement on prend la part de marché attribuée par les sociétés concessionnaires du groupe Vinci, donc ASF, Cofiroute, Escota, à leurs entreprises liées, sur les travaux en 2017, on était à 60%, en 2018 à 32%. Sur les services, en 2017, 29% et en 2018, 6%. Et fournitures, 2017, 16% et en 2018, 6%. Et si on fait cet exercice sur les sociétés concessionnaires du groupe Eiffage, donc AP2R et AREA, à leurs entreprisiers, en travaux, en 2017, on était à 27%, en 2018 à 35%,
Sur les services, les marchés de services en 2017 à 23% et en 2018 à 1%, et sur les marchés de fourniture en 2017 à 9%, et fourniture en 2018 à 2%. Bon, globalement, vous avez un peu plus de détails effectivement dans le rapport, y compris vous avez les sociétés, j'allais dire un capitaux public. Enfin, voilà. Bon, après, il n'y a pas de grosses énormités si on corrèle ça à leur part de marché sur le secteur des travaux publics, voilà, en général. Mais ceci dit, nous, on n'est pas chargé de d'émettre un avis quand on reçoit les marchés sur le fait que c'est attribué à une entreprise liée. On vérifie qu'il y ait bien le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence. Et après, on ne peut que faire de la transparence chaque année en factuellement publiant les chiffres année par année. Donc, au titre, j'allais dire, de la bonne information et de la transparence pour tous. Mais voilà. Alors après, sur les compétences de l'autorité sur effectivement les projets d'avenant, comme on est compétent que depuis le 1er février 2016, en fait, l'autorité a rendu donc une première série d'avis en juin 2017 sur les avenants du plan d'investissement autoroutier. Donc ça faisait 7 avenants, donc il y a eu 7 avis. Après, on a rendu également un avis en 2018 sur un avenant donc, de la SCA TMB, sur la compensation d'ailleurs de la hausse de la redevance domaniale. Et puis là, assez récemment, donc, on a rendu un avis sur un projet d'avenant de la société Atland. Effectivement, comme on n'a pas forcément vu tous les avenants avant, et notamment pas le plan de relance autoroutier, puisqu'on n'était pas encore compétent. Alors, dans le détail, si on commence par le PIA, c'est ça on va passer la parole aux collègues. Eh ben, on vous enverra tout ça, mais effectivement, le président l'a très bien dit. La première vérification, c'est de savoir si ça ne relève pas d'une obligation contractuelle déjà prévue, et dans le PIA, il y en avait, et vous verrez le dernier avis Atland. On a aussi considéré que pour une partie de ce qui était prévu à l'avenant, il y a une partie qui était déjà dans les obligations contractuelles de base et qui n'avait pas à être compensée. Et puis effectivement, une fois qu'on a fait le tri entre ce qui était déjà prévu au contrat et ce qui ne l'est pas, donc ce qui est légitime à être compensé par l'avenant, on va effectivement regarder ensuite les critères d'utilité, nécessité, et ensuite on va effectivement challenger les coûts, les recettes et le taux de rémunération. Bien. Voilà. Merci, Madame la Dernière secrétaire chose sur générale. les coûts, quand même, je veux le dire. Allez-y. Pourquoi on n'est pas Président. d'accord? Pourquoi il y a des approches différentes? Le concessionnaire estime ses coûts. Naturellement, toujours avec une marge, c'est normal, lui, il prend un vrai risque. Le concédant se réfère à sa base de données des coûts. Je ne sais pas comment elle est faite, mais il a une base de données. Et nous, notre base de données, on l'a construit progressivement avec la réalité des marchés qui sont passés et que l'on a, puisqu'on a à les contrôler. Donc, on est en train de faire un gros travail, d'ailleurs, de reconstitution depuis 2013, maintenant, de tous les marchés passés par les sociétés d'autoroutes pour savoir, depuis 2013, combien coûte un kilomètre d'enrobé, tout simplement. Et comment ça évolue. Et on sait bien que c'est jamais la même chose en fonction de la conjoncture et qu'il n'y a pas au centime près la définition financière, économique d'un kilomètre d'enrobé. Mais on aura une base de données qui sera vraiment tout à fait construite et fiable par rapport aux estimations. Merci pour vos réponses. Une dernière précision avant de donner la parole à nos collègues dans la salle. Le rapport quinquennal sera disponible dans le courant du premier semestre 2020 ou... On espère pouvoir le finir d'ici la fin du semestre. Cela dit, vous savez, on a des comptes à rendre à personne, sauf au Parlement. Oui. Et donc, si le Parlement nous demande des éléments qui sont travaillés dans le cadre du rapport quinquennal pour alimenter la réflexion de la commission d'enquête, la secrétaire générale sera à votre disposition pour vous fournir ce qu'il est possible de vous fournir. Toujours avec une réserve qui complexifie quelquefois un peu les choses, c'est le respect du secret des affaires, Bien sûr. auquel nous sommes tenus. Peut-être un peu moins une commission d'enquête, mais en tout cas, nous y sommes tenus. Bien noté, Monsieur le Président. Merci de ces précisions. Nous commençons par la première question de notre collègue Roland Courteau, et ensuite ce sera Dominique Delège. Ah, pardon. Donc François Bonhomme. Oui, mais merci, Président. Vous avez cité tout à l'heure quelques chiffres, notamment le chiffre d'affaires des sociétés autoroutières pour
2018, je crois. Pourrait-on connaître les excédents bruts d'exploitation en 2018 ? Quel est le pourcentage de marge brute qui a été réalisé? Quelles sommes ont été distribuées aux actionnaires sous forme de dividendes? J'ai cru comprendre d'ailleurs que vous aviez employé le qualificatif de étonnant concernant ces dividendes. Et à ce propos, je crois également me souvenir, à moins que je commette une erreur, mais vous me le direz, qu'un dispositif a été prévu dans l'accord de 2015 afin d'évaluer les cas éventuels de surprofit des sociétés autoroutières qui permettrait alors à l'État, le dispositif permettrait alors à l'État de demander une rétrocession des superprofits sous la forme, par exemple, d'une réduction de la durée de concession. Alors, question, y a-t-il eu surprofit en 2018 ou en 2017 ? Comment déterminer s'il y a eu ces surprofits? Peut-on parler de surprofit en 2017 et en 2018? Et si oui, est-ce que le dispositif dont je viens de parler, est-ce que ce dispositif a été mis en œuvre ou va-t-il l'être? Et sinon, pourquoi n'a-t-il pas été mis en œuvre? Merci, Monsieur Courteau. Monsieur le Président. Je vais répondre rapidement. C'est un sujet complexe. Pourquoi? Ouverture du capital des sociétés d'autoroutes 2002. Privatisation 2006. Nous sommes en 2020 et dans 11 ans, la première société concessionnaire sera terminée, aura terminé. Je veux vous le redire pour qu'on ait bien ça en tête, une concession, dans une concession, le capital de l'actionnaire, c'est son contrat. C'est pas le réseau, c'est son contrat. Dans 11 ans, la première société concessionnaire qui aura terminé sa concession, qui perdra sa concession, même si il est candidat à la reprendre dans le cadre d'un appel d'offres qui serait ouvert, rendra à l'État le réseau autoroutier qu'elle aura acheté, entretenu, voire amélioré. Je dis ça parce qu'il faut bien voir comment on regarde les bénéfices et les contraintes positives et négatives d'une concession. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on regarde les dividendes distribués par les sociétés concessionnaires, chiffre d'affaires, je vous l'ai dit, 10,4 milliards en 2018, quand je regarde la distribution des dividendes, 2015, 3,3 milliards, 2016, 4,7 milliards, 2017, 1,7 milliard, 2018, 2,9 milliards. J'ai été auditionné dans cette salle, dans cette enceinte du Sénat dans le cadre d'une PPL qui avait été déposée pour renationaliser les sociétés concessionnaires d'autoroutes. Et dans l'attendu de l'exposé des motifs, il était écrit « Les dividendes distribués sont supérieurs au coût d'acquisition ». C'est pas faux quand on fait l'addition. Mais je vous cite quelques chiffres. D'abord, les 14 milliards et quelque chose qui ont été payés par les sociétés en 2006 correspondaient à une partie des actions. Les autres avaient déjà été ouvertes au capital en 2002. Deuxièmement, ils ont repris dans les contrats 5 milliards d'investissements. Troisièmement, entre 2006 et 2018, ils ont fait 26 milliards d'investissements sur le réseau autoroutier qu'ils vont rendre entre 2031 et 2036. Et quatrièmement, ils ont un endettement. À côté des bénéfices, ils ont un endettement. Et quand ils rendront les routes à la fin de la concession, il faut espérer pour eux qu'ils aient remboursé l'ensemble de leurs dettes. C'est un des travaux que nous menons sur le rapport quinquennal, puisque nous estimons aujourd'hui leur dette globale à 29 milliards. Et eux nous disent on a une cinquantaine de milliards d'endettement.
Donc, on est en train d'expertiser tout ça pour dire très précisément quelle est la dette, l'échéancier de la dette. Et je le dis d'autant plus qu'il y a un rendez-vous qui est essentiel, que vous ne devez pas oublier dans les travaux de la commission d'enquête, si je peux me permettre, c'est qu'à la fin de la concession, on ne rend pas les routes comme ça. Il est prévu dans les contrats qu'elles doivent être rendues en bon état. Et il est écrit dans les contrats que 7 ans avant, il y a une clause de revoyure entre le concédant et le concessionnaire pour dire ce que c'est que le bon état et ce qu'il y a à faire entre 7 ans avant et le jour où ils rendent les routes. Et il est aussi écrit dans les contrats qu'à la fin de l'année 2006, il faut avoir fait le point des biens qui relèvent de la concession et qui vont être rendus avec la concession, et des biens qui relèvent du concessionnaire et que le concessionnaire gardera. Ça, dans les contrats, c'est écrit que c'est en fin 2006. C'est même écrit dans la loi, je pense. Et ça n'a pas été fait. Et donc, aujourd'hui, il faut vraiment veiller à ce que le rendez-vous des 7 ans avant soit effectivement fait, pour que les travaux qui sont à faire dans les 7 dernières années soient effectivement non seulement réalisés, mais soient financés dans le cadre des marges d'endettement. Pourquoi je dis ça? Parce que on va essayer d'avoir un regard sur le tri, sur le taux de rentabilité interne des sociétés d'autoroutes dans notre rapport quinquennal. On fait ce travail chaque année. On ne le publie jamais parce qu'il y a une énorme incertitude quand on est sur des contrats de 70 ans à voir ce qu'est le taux de rentabilité réel année après année. Avec une vision de 5 ans, on va avoir une vision plus objective et plus documentée. Mais on est obligé toujours de tenir compte à la fois des résultats d'exploitation positifs et en même temps des investissements et de l'endettement de ces sociétés. Et donc l'équilibre, il est toujours à rechercher en prenant en compte ces deux éléments. Alors sur les chiffres, l'EBITDA et... On les a tous. Hein. Oui, vous les avez tous. Oui. On va les communiquer pour ne pas perdre trop de temps sur les chiffres, excusez-moi. Mais simplement, c'est vrai que c'est des chiffres qu'on a et dans le rapport, on pourra le donner aux uns aux autres. Hein. Ces chiffres-là, on les a. Donc je pense que ce n'est pas la peine, dans le cadre de cette audition, forcément de les donner. Ils sont assez conséquents, hein, de toute façon. Ouais, l'essentiel, c'est les dividendes. Hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et il y a un chiffre que vous ne devez pas oublier. Hein. J'ai parlé des 10,4 milliards des sociétés d'autoroutes. Mais quand un usager prend l'autoroute, il s'apprête à dépenser 25% de ce qu'il va dépenser sur les aires. Un peu plus de 3 milliards de chiffre d'affaires sur les aires de service. Hein. Et ça, c'est aussi une des missions, je n'en ai pas parlé parce qu'elle paraît un peu secondaire, elle ne l'est pas, c'est aussi une des missions de l'usager avec un certain nombre d'obligations, et notamment une obligation qui n'est pas facile à faire respecter, qui est celle de la modération des coûts sur le carburant. Hein, qui est une vraie problématique sur les aires de service des sociétés autoroutières. Bien, merci. Madame la secrétaire générale. Je ne donnerai pas de chiffres, puisqu'effectivement, on les enverra par écrit, puis ils sont dans nos rapports. Mais je pense qu'effectivement, il faut... on pourrait résumer tout ça en disant que vraiment, ce sont des sociétés... ce sont des concessions. Et donc, le modèle économique est vraiment basé, le président l'a très bien dit, sur des très longues durées. Et donc, on ne peut pas tirer de conclusion des chiffres d'une année, en fait. Ça s'apprécie vraiment sur des durées de temps longues. Et que les résultats, si tant est exceptionnels d'une année, ne traduit pas, en fait, la rentabilité exceptionnelle du secteur. Il faut vraiment apprécier ça à l'aune de l'ensemble de la durée de la concession. Et donc, c'est pour ça que nous, annuellement, on publie juste une synthèse des comptes, mais pas forcément plus, et que dans le cadre du rapport quinquennal, on s'intéressera plus à l'économie globale du contrat de concession, on en dira un peu plus, quoi. Mais c'est vraiment important de dire que le modèle économique est basé sur du temps long, et que donc les résultats d'une année ne veulent pas forcément dire grand-chose. D'accord, merci de ces précisions. Notre collègue François Bonhomme a la parole. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais revenir sur, donc, si j'ai bien compris, votre deuxième mission, qui concerne une mission de procédure de marché. D'abord, me préciser si vous êtes bien membre de la commission des marchés ou pas. Je crois. Est-ce que vous faites partie en tant que tel? Non, pas du tout. Non. Deuxièmement, est-ce que vous considérez que vous avez les moyens aujourd'hui d'assurer votre mission de suivi et de contrôle des marchés
notamment avec, si j'ai bien compris, 8 personnes qui font partie de l'ART pour suivre les marchés. Est-ce que vous avez les moyens humains, j'allais dire, suffisants pour assurer cette mission? Et puis, deuxièmement, sur le périmètre, le champ d'intervention, parce que si j'ai bien compris, ce ne sont pas l'ensemble des marchés qui passent sous vos contrôles possibles. Et vous avez cité que vous avez saisi la juridiction compétente une seule fois, si j'ai bien compris, pour avoir une précision. Est-ce que vous considérez globalement, à ce stade, que vous avez les moyens véritables de contrôler et d'assurer votre mission de contrôle des procédures de marché? Voilà, Monsieur le Président. Ensuite, ce sera notre collègue Michel Vullien qui prendra la parole. Mais, votre réponse, Monsieur le Président. Oui, là encore, on vous donnera les chiffres. Les moyens humains, on ne les a pas. Mais dans tous nos secteurs de régulation, on est très heureux, on a une immense confiance de l'exécutif et du Parlement. Et très franchement, on est touché de voir que quand des questions se posent en matière de régulation des transports, on fait appel à notre expertise, ça veut dire qu'elle est reconnue, à notre expérience, ça veut dire qu'elle est reconnue, et c'est toujours une vraie marque de reconnaissance pour nos collaborateurs. Mais c'est vrai que lorsqu'on demande des moyens humains, c'est d'ailleurs bizarre qu'une autorité indépendante dépende de l'exécutif pour obtenir ces moyens humains. Là, on a eu une écoute partielle, parce qu'on a beaucoup insisté, jusqu'au dernier jour de l'écriture du PLF, du projet de loi de finances, pour avoir 7 postes de collaborateurs supplémentaires. 9 ? Oui, 9. Oui, 11. Je savais qu'il y en avait 2 en plus, parce que comme notre collège va être élargi de 2 vice-présidents, on nous prend 2 postes d'équivalent temps plein sur nos 2 vice-présidents. Donc c'est 9 postes de collaborateurs. Mais on nous donne en plus la régulation aéroportuaire, la RATP, le Grand Paris Express, l'ouverture des données de la mobilité et la billettique. Et tout ça, on nous dit, voilà, vous faites tout ce que vous avez à faire, plus les autoroutes. Donc, on n'a pas... plus on aura de moyens, plus notre contrôle sera efficient. On a saisi une seule fois, on a fait un référé précontractuel. C'est une fois, mais il est super important. Puisque depuis 2016, les règles de fonctionnement des commissions d'appel d'offres et des marchés des sociétés d'autoroutes sont très proches des règles de la commande publique, des marchés publics, et il fallait qu'il y ait une décision forte que nous avons obtenue en cours de cassation, de respect strict de ces règles pour que nous puissions dire aujourd'hui à tous. Et on n'est pas là pour les punir, on est là pour leur dire, vous respectez les règles. Donc, ils savent, maintenant, dans toutes les sociétés d'autoroutes, que ces règles, elles sont impératives et qu'on a la capacité de sanctionner si jamais elles ne sont pas respectées. Nous, on ne participe pas. Qui ça? Les sociétés d'autoroutes? Ils avaient le sentiment qu'il pouvait se passer de respecter cette règle qui faisait que il y avait différents critères et qu'il fallait pas en neutraliser certains par les coefficients qu'on donnait à d'autres, et que la règle du mieux disant pouvait être systématiquement utilisée. C'est vrai que faut pas faire de procès d'intention, mais quand on est un très grand groupe, on obtient plus facilement, on tire plus facilement les prix que quand on est un petit groupe. Bon, et qu'il y a différentes façons d'aborder c'est la question de la rédaction des marchés. Maintenant, il n'y en a plus qu'une seule, c'est en respectant les règles. Donc, ça, c'est pas le quantitatif. Le qualitatif est plus important que le quantitatif. Nous ne faisons pas partie, fort heureusement, des commissions d'appel d'offres. Notre indépendance est totale. C'est la DDCRF qui fait partie de toutes les commissions d'appel d'offres qui participent aux commissions d'appel d'offres. Tout à fait, effectivement. On n'est pas membre des commissions, mais la DGCRF y assiste. Elle n'est pas membre non plus, mais elle y assiste et on travaille en bonne intelligence. Enfin, on a des échanges réguliers avec la DGCRF et on travaille en bonne intelligence. Alors, quand même, juste pour vous rassurer, donc effectivement, s'il y a 8 collaborateurs sur le secteur autoroutier à la direction métier, ils sont 5 à l'unité sur le contrôle des marchés. Et pour vous nous donner quand même une idée du volume et de comment on priorise, parce qu'effectivement, on ne les contrôle pas tous, et comment on priorise. En gros, on est destinataire de 400 à 500 marchés par an. Et du coup, on a décidé de faire
faire porter voilà, la priorité sur du coup, les marchés qui présentaient un enjeu en termes concurrentiels, et donc notamment les marchés de travaux ou les marchés devant être attribués à une entreprise liée. Donc voilà, ça c'est prioritaire. Ensuite, on regarde aussi voilà, les projets de marché sur, j'allais dire, voilà, en fonction du marché considéré, notamment sur tout ce qui est distribution de carburant par rapport aux aires de service qui peuvent aussi avoir leur importance. Et donc, si on prend l'exercice de l'année 2018, sur les 412 marchés qu'on a reçus et les 12 avenants qui nous ont été soumis, on a pu mener une analyse détaillée sur 79 d'entre eux, ce qui fait à peu près 25% des marchés reçus. Mais je vous dis, en priorisant effectivement les marchés qui sont attribués à des sociétés liées ou ceux où il y a des prestations bien spécifiques ou des catégories de prestations bien spécifiques, comme par exemple la distribution de carburant. Voilà. Merci. Donc la prochaine question, c'est notre collègue Michel Vullien qui va la poser. Jean-Raymond Hugonet se prépare. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur Romand, je voulais vous poser une question. Alors, c'est vrai que vous avez évoqué l'ensemble des missions qui vous sont confiées. Moi, je voulais savoir, est-ce que lorsque l'idée d'un autoroute est en train de se faire, à quel moment vous intervenez? Est-ce que vous intervenez au moment où, voilà, on va dire il y a une DUP qui va être de tel endroit à tel endroit? Qui est-ce qui contrôle ça à un moment donné? La façon dont est sectionné, pour ne pas dire saucissonné, le projet. Je pense, ce que j'ai déjà évoqué dans une autre réunion au Bordeaux-Genève, qui est la 89, qui, à mon sens, s'est passé d'une façon très, très particulière, avec des saucissonnages tels qu'à un moment donné, alors, comme on ne peut plus faire d'adossement, on fait la politique des petits bouts. Les petits bouts qui sont là, qui tombent dans le vide. Donc, on les donne automatiquement à un des concessionnaires. Et ça, personnellement, j'ai trouvé ça très choquant, la façon dont ça avait été orchestré quelque part. Et à quel moment, vous avez un contrôle quelconque sur, finalement, ce système qui fait que pour passer outre aux décisions, aux volontés territoriales, la DGITM s'organise. Bien sûr, j'ai posé la question à la DGITM qui ne m'a pas répondu. Hein. C'est évident. Mais comment ils s'organisent pour justement faire en sorte qu'on soit dans une nasse? Bien, merci. Oui, ça va être rapide. On n'a aucune compétence sur les choix d'opportunités, d'aménagement du territoire. Ça ne relève que, et j'allais dire fort heureusement, parce que les missions que le Parlement nous a confiées sont extrêmement précises. Elles sont d'éclairer des décisions, voire de donner un avis conforme, négatif, lorsque nous jugeons qu'elles ne sont pas conformes à un certain nombre de textes. On ne fait pas ça au doigt mouillé. Hein, mais en amont, ça ne relève que de la légitimité des pouvoirs politiques, qu'ils soient centraux ou territoriaux. Et donc, on n'a aucune compétence en la matière. Et on n'en demande aucune. On n'en demande aucune. Mais parce qu'en fait, je n'arrive toujours pas à savoir, quand je dis je, c'est différents intervenants, on n'arrive toujours pas à savoir qui a pris au bout de course la décision. On n'arrive pas à savoir. À l'issue de cette commission d'enquête, On finira peut-être par le savoir. La commission d'enquête peut exiger dans ses prérogatives la réponse précise de la part des autorités. Voilà, c'est une question qui va revenir y dans nos compris par débats. écrit. Merci, Monsieur le Président. Bien, la parole est à Jean-Raymond Hugonet et ensuite ce sera notre collègue Christine Lavarde. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame, Monsieur. Si je comprends bien, votre fonction est parfaitement comparable avec quelque chose que l'on connaît bien dans nos communes et communautés de communes pour les avoir pratiquées et les pratiquer encore, qui s'appelle le contrôle de légalité. Ça me semble tout à fait parallèle. Et dans le contrôle de légalité, alors les jargons sont différents. Ce que vous appelez procédure de manquement, chez nous on appelle ça un recours gracieux, avant que ça se termine devant le tribunal administratif. Deux choses m'ont interpellé dans ce que vous avez dit tout à l'heure et qui montrent quand même, en me rappelant La Fontaine, qu'on se hâte avec lenteur. Chère Madame, quand vous nous dites que la réponse que vous font les concessions d'autoroute à la demande de transmission de documents sur des PDF, que c'est long, que ça va être compliqué,
Vous dites ça à un cheval de bois, il vous donne un coup de pied. Or, personne, et ce n'est pas votre travail qui est remis en cause, hein, je ne me permettrai pas, mais personne ne vous permet d'avoir le bras armé en disant « nous voulons ces documents », parce qu'à l'heure où nous on parle tous les 4 matins de la dématérialisation, osez dire que ça prend du temps, c'est-à-dire qu'au contrôle que vous exercez, l'entreprise en question va vous dire bah, « écoutez, revenez dans quelques temps, là c'est difficile, la secrétaire Madame Michu n'est pas là, et on va… » Sincèrement, on est dans un autre monde. L'autre sujet qui me paraît surréaliste, quand on sait à quelle époque ont été montés ces contrats, et je fais toujours un parallèle avec ce que nous vivons, nous, puisqu'on est ici dans l'Assemblée des territoires, on sait parfaitement évaluer, ça s'appelle même un bordereau de prix, que nous sommes obligés de constituer dans des communes, même tout petites, quand nous voulons passer un marché qui s'appelle un marché à bon de commande ou un marché à bail. Nous sommes obligés de remplir un bordereau de prix que l'on doit donner, bien évidemment, au sacro-saint contrôle de légalité pour ne pas se faire taper sur les doigts. Et je vois là qu'on ne serait pas capable d'évaluer le kilomètre, voire même le mètre carré d'enrobé pour une autoroute. Non, mais de qui se moque-t-on, sincèrement? Donc la question que je vous pose très simplement, est-ce que vous avez les pouvoirs de faire accélérer ces contrôles et donner les moyens qu'il faut? Quand je vois que l'État réduit les moyens ou en tout cas vous donne des tâches supplémentaires, ce qui correspond exactement à la même chose pour être certain que ça n'aille pas trop vite. Et la question, elle est peut-être difficile pour vous d'y répondre aussi brutalement, mais des millions de personnes se la posent. Avez-vous réellement les moyens et sentez-vous réellement une volonté d'aboutir à un contrôle qui soit un contrôle encore plus rigoureux que celui que vous faites? Merci pour la question. Alors, un petit rappel, nous avons quelques petites contraintes horaires. Donc, je vais vous demander d'avoir… Les questions sont précises, mais d'avoir des interventions courtes, des réponses courtes et précises, et tout comme les questions. Comme nous nous sommes engagés, d'ailleurs, au début de cette audition. Bien, vous avez la parole, Madame la Secrétaire Générale. Merci beaucoup. Je vais essayer de faire concis. Alors, déjà, deux choses. Le parallèle avec le contrôle de légalité, il vaut pour les missions qu'on a sur le contrôle des marchés. Il ne vaut pas sur l'avis qu'on a à rendre sur les projets d'avenant ou nouveaux contrats, puisque c'est qu'un avis simple. Et il ne vaut pas non plus sur, la partie installation annexe à caractère commercial, où le concédant, avant de donner l'agrément, effectivement, nous saisit, et où c'est aussi un avis simple. En revanche, cet avis simple est quand même important, puisque c'est un petit peu le pouvoir de la parole et de la transparence. Déjà, on pense qu'il est utile au Conseil d'État, puisqu'on est sous les projets d'avenant au nouveau contrat de concession, on est saisi avant que le Conseil d'État lui-même examine le décret approuvant cet avenant au contrat de concession. Et donc, on dit déjà que c'est utile au Conseil d'État. Et force est de constater que sur le PIA, sur les 8 opérations dont on avait estimé qu'elles relevaient déjà d'obligations contractuelles, on a été suivi. On se le dit, puisqu'elle ne figure plus dans ce qui a été approuvé en 2018. Et donc, quelque part, cet avis simple, il sert quand même, à dire les choses. Et au moins au Conseil d'État. Après, sur la partie installation annexe, cet avis simple, après, le concédant peut décider de donner ou pas l'agrément. Et sur un certain nombre d'avis défavorables qu'on avait donnés à justement l'attribution de l'installation annexe à caractère commercial à une société, quand le concédant, donc la DGTM, délivre quand même in fine l'agrément, c'est assez nouveau, mais maintenant, et c'est notamment une des nouvelles obligations de la LOM, il doit justifier de pourquoi il a quand même donné l'agrément malgré l'avis défavorable de l'autorité. Donc ça a été inscrit dans la LOM, et effectivement, la DGTM a pris ça doit être motivé. Il a le droit de dire non à l'autorité, de nous faire ça, mais il doit dire pourquoi. Après, sur le contrôle des marchés, où là, c'est plus effectivement le contrôle légalité, on est longuement revenu dessus tout à l'heure sur ce qu'on regarde, ce qu'on peut regarder. Alors, si, sur le pouvoir de collecte, on peut sanctionner. Donc, on aurait pu effectivement dire non, mais nous, on n'accepte pas de rallonger les délais. Ça faisait partie un petit peu
des relations voilà, que vous voulez avoir avec les SCA, sur cette collecte précise qui est lourde, d'étaler sans tout de suite aller j'allais dire au bazooka et à procédure de manquement. Donc on l'a fait de façon voilà, partenariale, on a les informations. En revanche, là où vous avez raison, ça on rattrape le passé pour constituer notre base de données. Oui. Sur l'avenir, on va faire en sorte que les marchés puissent être saisis directement de façon dématérialisée et nous alimenter du coup directement notre base de données sans intermédiaire. Donc, et ça c'est acté voilà. Maintenant avec les SCA. Tout à fait. Donc ça va dans le sens de ce que vous... Et ça va dans le sens de ce que vous... Voilà. Mais quand on leur a demandé depuis 2013, là pour eux, ils ont dit c'est un travail considérable, etc. Bon. C'était un grand changement. C'était un très grand changement. Merci pour les réponses. Christine Lavarde et ensuite Olivier Jacquin. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, tout à l'heure, le président de l'ART est revenu sur un sujet que nous avons évoqué dans nos auditions précédentes sans que personne se soit intéressé au sujet, à savoir un peu les concessions dans la concession, à savoir les aires d'autoroute. Donc, j'aurais aimé savoir ce que l'ART pouvait regarder ou pas, et notamment, voilà, parce que vous nous avez évoqué la rentabilité certaine de ces zones et notamment le besoin de réguler le prix du carburant, mais il y a tout un tas d'autres choses qui sont vendues sur ces aires. Donc voilà, qu'est-ce que vous regardez? Merci, Monsieur le Président. On regarde le contrat de sous-concession en faisant respecter ce qui nous incombe dans la loi. Et ce qui nous incombe dans la loi, j'évoquerai, je laisserai Madame Druon si j'oublie des choses, mais ce qui nous occupe le plus dans ces contrats de sous-concession, puisque ce sont des appels d'offres qui sont constitués, c'est la modération tarifaire, la modération sur le prix de l'essence. Avec des situations, on est toujours en train de... il y a toujours des règles qui sont fixées dans les réponses aux appels d'offres ou dans les appels d'offres qui prennent comme référence le prix de la station juste après ou le prix de la station juste avant. Quand il s'agit de la même enseigne de distributeurs de produits pétroliers, ça peut poser une difficulté de comparer ces prix. Et donc, on est toujours sur des examens, sur des recherches de méthodologie qui nous permettent d'aller le plus loin possible. Et puis, je le dis devant vous, parce que ce serait intéressant peut-être pour vous de regarder cette évolution. Il y a une grande société d'autoroutes qui a décidé de faire une expérimentation et de ne pas passer par un distributeur et de s'approvisionner elle-même auprès des raffineries, avec un engagement de modération tarifaire qui était très, très sensible. Cette expérimentation a maintenant 1 an. Et donc, regardez ce que ça a donné. On pourra vous donner les éléments sur cette société. On est incapable de vous dire si c'est positif ou non. Ce n'était pas très positif dans la manière dont ils avaient oublié de nous saisir, puisqu'ils avaient passé leur appel d'offres de fourniture de carburant en considérant qu'il ne relevait pas de la concession, qu'il était en dehors de la concession, et donc ils ne nous l'avaient pas soumis pour contrôle. Et donc ça avait mal commencé. On a fini par regarder les choses, mais c'est quelque chose d'intéressant. Alors je ne sais pas s'il y a d'autres éléments. C'est un avis simple. En plus, c'est vraiment le ministère qui accorde son aval sur l'attribution de ces contrats de sous-concession, mais c'est un avis simple que nous lui transmettons. Il y a beaucoup d'avis simples dans le domaine autoroutier. Il y a assez peu d'avis conformes. On a de l'avis conforme que sur les contrats de concession qui génèrent de l'augmentation de péage ou Oui, c'est un avis simple aussi. Oui. Non, je dis ça. On n'a pas... On a avis conforme sur les compositions de commission sur les règles de fonctionnement. Voilà. C'est un petit peu léger en termes d'avis conforme par rapport à ce que nous avons dans d'autres domaines, puisque que ce soit dans le domaine ferroviaire, dans le domaine aéroportuaire, on a des avis conformes qui vont beaucoup plus loin que dans le domaine des concessions d'autoroutes. Mais c'est aussi l'histoire qui explique ça.
Un complément, Madame la Secrétaire Générale ou... Juste, alors vous allez dire qu'on fait des demandes, mais non, le Président a parfaitement répondu. Puis dans le cadre de la précédente réponse, on parle effectivement justement donc, de cet agrément que doit délivrer le concédant, et il nous sollicite, et on a un mois pour répondre. Donc on contrôle voilà, la procédure de passation de ce contrat d'exploitation. En revanche, effectivement, il y a une obligation de modération tarifaire sur les prix du carburant pour l'usager, dont on invite à chaque fois le concédant à vérifier que finalement voilà, l'attributaire il s'est engagé finalement en répondant à l'appel d'offres sur une politique de modération tarifaire. On invite le concédant à vérifier que les engagements pris au titre de cette modération tarifaire soient respectés. Je ne sais pas s'ils le font. Voilà, on pourrait éventuellement se dire que l'autorité pourrait exercer un contrôle de bonne application des engagements au titre de la modération tarifaire qui sont pris par le sous-concessionnaire qui se voit attribuer la sous-concession. Donc c'est éventuellement une extension possible où l'autorité regarderait voilà, que cette modération tarifaire et les engagements pris par le sous-concessionnaire est bien appliqué. Ça pourrait être effectivement... Voilà. Mais on invite le concédant à le faire, en tout cas. Bien. Olivier Jacquin et ensuite Patrice Joly qui renonce à sa prise de parole. Merci, Président. Donc ensuite, ce sera Jordi Ginesta. J'ai bien compris que vous n'étiez ni la Cour des comptes, ni la DGITM. À quel moment votre regard s'exerce sur les concessions autoroutières? À quel moment de l'attribution du contrat? Vous avez dit que vous contrôliez les tarifs, vous contrôliez les travaux des concessionnaires, vous produisiez un rapport sur les 5 ans sur la globalité. À quel moment de l'attribution d'une concession vous intervenez et vos fonctions sont mises en œuvre? Deuxième question, nous avons la semaine dernière reçu la DGITM, M. Balderelli. Il nous a expliqué aussi qu'il faisait un certain nombre de contrôles techniques. Est-ce que vous pouvez qualifier la qualité de ces contrôles techniques? Il vérifie, par exemple, que les travaux sont bien réalisés et il les valide. J'ai entendu aussi que dans l'application du contrôle des tarifs, lors du PIA, vous vérifiez que les travaux ont été faits. Et y a-t-il une bonne concordance entre le fait que des travaux soient réalisés, l'augmentation des tarifs? Est-ce que c'est à la DGITM à régler ça en premier lieu au moment du contrôle des travaux et de vérifier? Est-ce bien fait? Y a-t-il un delta de temps entre les deux? Comment considérez-vous les moyens de l'État dans sa dispersion pour effectuer toutes ces missions de suivi, d'évaluation, de contrôle des concessionnaires et de garder aussi sa fonction de stratège? Je me permets une parenthèse, j'ai visité les chemins de fer britanniques dans le mode de gestion anglo-saxon et le ministère des Transports, là-bas, rien que pour le ferroviaire, a des centaines d'agents, proches de 1000, qui ne s'occupent que de l'attribution des marchés, du contrôle et de la bonne exécution. Et effectivement, quand ça ne va pas, les contrats, ils sautent d'un coup, d'un seul. Je sais qu'on n'a pas cette capacité-là et qu'on n'est pas anglo-saxon, ce qui n'est pas une mauvaise chose non plus. On est plutôt latin. Quatrième question sur vos moyens. On vous a déjà posé la question, mais vous, je la retourne maintenant, vous estimez que pour exercer correctement vos missions, il faudrait que vous disposiez de quels moyens? Et les moyens de votre indépendance. Et là, je pose deux questions assez directes. Quel est le statut de vos collaborateurs? Avez-vous subi des pressions directes ou indirectes? Je parle bien, là, dans le cadre de notre mission concession autoroutière. Autre question. Vous avez évoqué des dividendes, je crois que vous avez qualifié d'important, mais je crois que le terme, c'était étonnant ou... étonnant, hein, c'est ça? Alors, pourquoi ça étonnant? Devrait-il, par rapport à quoi sont-ils étonnants? C'est quoi? C'est un jugement de valeur? Est-ce que vous avez des données par rapport à ça? Ma dernière question, je suis très long. Quels seraient les 3 points d'amélioration que vous apporteriez au système actuel? Bien, merci Olivier Jacquin. Donc, les réponses courtes. Il nous reste après deux collègues à poser des questions. Donc, Jordi Ginesta et M. Patrick Chaise. Je vais le faire vraiment d'une manière très, très courte. Je suis sûr que M. Jacquin m'en excusera. Mais à quel moment on intervient? On intervient quand la négociation entre l'État et le concessionnaire
est faite. C'est-à-dire que l'État négocie un avenant avec le concessionnaire. Quand l'avenant est écrit, le projet d'avenant est écrit, on nous le soumet. C'est à ce moment le projet. Et là, on donne un avis qui, comme on le disait à l'instant, ce n'est pas un avis conforme, c'est un avis simple. Et l'État tient compte ou ne tient pas compte de l'avis. Contrôle technique, nous n'avons aucune compétence en la matière. Sur les contrôles techniques, j'ai vu que M. Balderelli a évoqué ces contrôles techniques, et c'est très bien qu'ils soient faits, mais nous ne sommes pas compétents. Les contrôles du travaux du PIA, il est beaucoup trop tôt pour le dire, parce que, comme je vous l'ai dit, le PIA date d'un an maintenant, et donc les premiers travaux ne sont quasiment pas commencés sur le PIA. Et donc, il sera très, très intéressant, par contre, la question est intéressante, de voir par rapport aux estimations qui ont été les nôtres, quelle est la réalité du montant des travaux qui ont été faits, puisque vous savez que nous avons contesté quelquefois des enveloppes en considérant qu'elles étaient 30% trop élevées. Je veux redire, pour corriger une chose qui a été dite ici, que le Conseil d'État n'a absolument pas invalidé nos estimations ou validé d'autres estimations. Le Conseil d'État a dit que ce n'était pas sa mission de regarder les questions d'estimation des travaux, dans son avis sur le PIA. Les moyens de l'État, M. Balderelli s'est exprimé là-dessus aussi, et c'est un peu le lot de toutes les administrations centrales. Il faut de plus en plus travailler en mode projet. Je sais que, M. Jacquin, vous avez interrogé M. Balderelli sur ses liens avec les DREAL, avec les directions locales, et c'est vrai qu'il doit s'appuyer, c'est ce qu'il fait d'ailleurs, sur l'ensemble de ses collaborateurs pour avoir l'action la plus pertinente possible. Les moyens de l'ART, j'ai répondu en matière de ressources humaines, en matière de statut de collaborateur. Nous sommes une administration publique, nous avons le statut d'une administration publique, avec des critères de recrutement, de désignation qui relèvent des administrations publiques. Nous avons, ce que je veux dire, c'est que sur l'ensemble de nos collaborateurs, nous avons une très, très grande expertise, vraiment une très grande expertise. Notre secrétaire général est X-Pont. Nous avons un certain nombre de collaborateurs qui sont reconnus dans leur domaine. C'est d'ailleurs une vraie difficulté parce qu'ils sont recherchés par beaucoup de chasseurs de tête. Et donc, on essaye de les garder au maximum. Des pressions, jamais. Jamais aucune pression. Moi, je n'ai connu aucune pression depuis que je suis président de l'ART. J'ai entendu des expressions de mécontentement, de satisfaction quelquefois, mais de pression pour une décision, jamais. Et donc, je ne le crois pas. Je crois avoir fait le tour. Dividendes, oui, j'ai dit que les dividendes qui peuvent paraître étonnants. C'est ce que j'ai dit. Et ensuite, j'ai expliqué pourquoi. Parce qu'il y a d'un côté les dividendes et de l'autre côté, tout ce qu'on doit prendre en compte en termes d'endettement, d'investissement. Après, c'est le choix des actionnaires de décider ce qu'ils font sur leur courbe de désendettement et sur la part de leurs dividendes qu'ils affectent ou non à ce désendettement. Et c'est pour ça que ça sera intéressant dans notre rapport quinquennal de voir la chiffre réelle de la courbe de désendettement des sociétés concessionnaires, en sachant qu'elles ne seront par définition pas toutes dans la même situation, puisque les sociétés dites historiques, celles qui sont les plus anciennes, ont naturellement une situation de désendettement a priori beaucoup plus confortable que les sociétés nouvelles, et donc qui amortissent le plus gros de leurs investissements dans les premières années. Donc on verra ça dans le rapport quinquennal avec intérêt. Merci. Donc, qui sont incomplètes sur les moyens de l'État. Monsieur Jacquin, il ne faut pas être incomplet. Non. Sur les moyens de l'État. Rapide, parce que j'ai rappelé tout à l'heure une contrainte horaire. Il nous reste deux
Est-ce que vous estimez que l'État a les moyens de sa politique en termes de contrôle et d'évaluation? J'ai mal compris aussi la réponse sur le statut des collaborateurs. Vous êtes administration publique, donc ça relève de la fonction publique d'État ou ça apparenté? Non, c'est privé. Alors, Madame Druon. Bien des précisions. Je vais apporter des précisions sur ces deux questions. Alors, sur le statut des collaborateurs, déjà, on est effectivement une autorité publique indépendante, mais on a une proportion majoritaire de contractuels, donc des gens qui viennent du privé, et on n'a qu'une vingtaine de fonctionnaires détachés, donc ça fait à peine 25%. Donc, ce sont essentiellement des gens qui viennent du privé, qui sont en contrat de droit public chez nous. Donc là, après, il y a tout un tas de dispositions, des décrets de 86 sur la fonction publique qui s'appliquent, mais je veux dire, ce sont essentiellement des contractuels donc en contrat de droit public, pour partie, effectivement, donc, des juristes, donc on a des avocats, des économistes, y compris qu'on pique, entre guillemets, à d'autres régulateurs sectoriels. Voilà. Certains peuvent venir de la CRE, de l'ARCEP, voilà. Donc, mais finalement, il y a peu de fonctionnaires détachés et c'est essentiellement des contractuels sous contrat de droit public. Voilà pour le statut donc autorité publique indépendante. Donc nous, on est doté de la personnalité morale, qui donc fait qu'on est responsable encore plus de nos avis et décisions et de publications. Sur les moyens de l'État, c'est pas l'autorité de savoir si l'État a assez de moyens. En revanche, il y a des choses qui interpellent le régulateur. Quand nous, on nous soumet un projet d'avenant et qu'on considère qu'une partie relève de l'obligation contractuelle déjà existante, ça nous interpelle. Donc voilà, est-ce que l'État, je sais pas moi, l'a vu, l'a pas vu, a assez de juristes pour le voir? Voilà, donc en tout cas, ça nous interpelle clairement. Quand nous, on estime qu'une partie est déjà prévue dans l'obligation contractuelle existante au titre du contrat et des avenants successifs signés, et que donc ça n'a pas été compensé par une hausse supplémentaire de péage au titre de cet avenant, ça nous interpelle. Et le deuxième gros sujet d'attention de l'autorité, et je pense qu'on en fera une grande partie dans le rapport quinquennal qui sera publié cette année, c'est finalement la fin des concessions qui arrive vite, parce que donc la première c'est 2031 et en gros toutes les SCA historiques c'est entre 2031 et 2036 et ça arrive très vite. Et c'est un moment à pas louper. Et il y a notamment une obligation qui aurait dû être faite depuis 14 ans, enfin 13, qui est toujours pas faite et qui a un impact sur la fin de ces concessions. C'est que il faut que le concessionnaire et le concédant se mettent d'accord sur la liste, un inventaire des biens de retour, des biens de reprise et des biens en propre au concessionnaire. Et ça aurait dû être fait pour les sociétés historiques à la clôture des comptes de 2006. Oui. Et donc, cet inventaire est censé être mis à jour tous les 5 ans, parce qu'effectivement, après, à la suite des avenants successifs, il peut y avoir effectivement des biens complétés. Voilà. Donc ça aurait dû être fait déjà depuis un certain temps, et ce n'est pas fait. 7 ans avant la fin des concessions, ils sont censés se mettre d'accord aussi sur les investissements des 5 dernières années pour remettre en bon état les ouvrages de la concession. C'est quoi le bon état? Et ça a une incidence. Et alors là, vous partiez effectivement des contrôles techniques du ministère. Nous, on n'est pas compétents, eux le sont, mais selon la définition qu'a le concédant du bon état, ça a forcément des implications sur le niveau de dépenses de ces 5 dernières années. Aujourd'hui, les SCA, ils ont des projections, mais voilà, si on n'est pas d'accord sur le niveau de bon état, les projections, elles sont peut-être pas bonnes. Et donc, effectivement, il y a quand même un gros sujet qui est la fin des concessions, où il y a quand même des choses qui n'ont pas été faites et qui sont quand même fondamentales sur ces dernières années. Voilà. Bien, merci pour ce complément. On aura d'autres moments et d'autres interlocuteurs pour préciser les questions d'Olivier Jacquin. La parole est à notre collègue du Var, Jordi Ginesta. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Roman, Madame Druon. Moi, j'ai une question simple. Lorsque des travaux seront prévus, il y a 2 possibilités, nous a dit le Président Roman. Soit on revoit le prix du péage, soit on allonge la durée de concession. Alors ça, je trouve ça extrêmement favorable pour les sociétés d'autoroutes, parce que finalement, avoir inventé des avenants glissants, ça signifie qu'il n'y a jamais la fin de la concession pour un ensemble autoroutier au même endroit, au même moment. Donc comment relancer à ce moment-là un appel à concurrence, ou comment l'État peut-il dire je reprends la concession tel jour, telle heure? C'est absolument impossible, puisque les tronçons d'autoroute n'auront pas la même fin le même jour. Donc je pense qu'il faudrait peut-être supprimer cette belle invention de l'avenant glissant. Oui, c'est une vraie question qui est au cœur
l'avenir du système concessionnaire en France, hein, du système concessif. Je pense que aujourd'hui, il y a une vraie tendance à dire on ne peut plus prolonger indéfiniment les concessions. Mais il y a parallèlement, c'est évoqué d'ailleurs dans l'exposé des motifs de cette commission d'enquête, il y a parallèlement la volonté d'adossement qui est présentée par un certain nombre de décideurs publics, de représentants des pouvoirs publics. Si on veut conjuguer les deux, la question se posera. Il appartiendra à la représentation nationale d'y répondre. Hein. Je ne peux pas vous en dire davantage. Il y a même des voix qui s'élèvent dans le Parlement pour dire qu'il peut y avoir une gestion publique des concessions. Et c'est vrai que des concessions ont eu une gestion publique ou une gestion mixte avant la privatisation. Vous savez, on critique souvent le mode d'évolution des péages en disant les actionnaires s'en mettent plein les poches aujourd'hui. Ça reste à vérifier, mais je ne veux pas être sur un jugement de valeur. Les règles d'évolution des péages, elles existent depuis 1970. Et quand la privatisation s'est faite, d'abord quand l'ouverture du marché s'est faite en 2002, on a gardé les mêmes règles, et quand la privatisation s'est faite, on a gardé les mêmes règles. Ce qui a changé, c'est les avenants. C'est les avenants qui apportent des évolutions de péage qui sont liées ou en allongement ou en niveau aux travaux supplémentaires qui ont été réalisés. D'où, moi j'y insiste, au-delà de la question centrale que vous posez sur l'avenir, la question de l'utilité-nécessité. Parce que si on peut, sur une concession existante, aujourd'hui ou demain, ajouter 40 échangeurs et dire c'est l'usager qui va payer, c'est facile. C'est facile pour tout le monde, sauf pour l'usager. Et donc, cette question d'utilité-nécessité, elle n'est pas tout à fait aussi simple que la manière dont elle a été présentée dans les débats récemment. Merci, Monsieur le Président. Alors, la dernière question, enfin pas forcément mais la dernière intervention de ce jour, c'est notre collègue de l'Ain. Merci, Monsieur le Président. Alors, en fait, beaucoup de choses ont été dites et malheureusement, j'allais dire, quand on passe le dernier, c'est souvent ainsi. Moi, je voudrais vous apporter une précision sur la notion de bien de reprise, bien de retour. Dans le sens où, si les informations qui sont en possession sont les bonnes, les contrats initiaux étaient bâtis sur, finalement, un équilibre financier en fin de contrat. Donc, finalement, sans bien de retour. Avec les avenants, on a donc là aussi une logique de dire on va prolonger la durée de la concession pour éviter ces biens de retour. Alors que dans toutes les concessions sur les autres réseaux, cette notion de bien de retour et de bien de reprise est claire et on pourrait établir, sans changer la date de fin de concession, qu'à un moment donné, on fasse les comptes, dès lors, évidemment, que les informations aient été transmises. Quel est votre pouvoir aujourd'hui, justement, pour imposer aux concessionnaires le fait de donner ces informations? Et est-ce que, dans les contrats ou dans les avenants à ces contrats, ces notions de bien de reprise et bien de retour sont déterminées? Une autre question très simple et rapide sur les ouvrages qui ont été réalisés pour rétablir des voies existantes, et notamment des ponts. Donc avec mon excellent collègue rapporteur, on a fait un travail sur les ponts. Et au niveau autoroutier, je n'ai pas eu de la confirmation effective que l'ensemble des ouvrages de rétablissement étaient à la charge des concessionnaires d'autoroutes. Ça veut dire qu'une partie de ces charges a pu être mis aux collectivités. Est-ce que vous avez une connaissance sur ce point-là? Et si oui, quelle est la proportion? Merci. Monsieur le Président.
Madame la secrétaire générale. Madame Druon, sur la première question, sur la deuxième, je dirais quelques mots d'ici. Alors, Allez-y, Madame Druon. sur effectivement le régime des biens en fin de concession, hein, c'est défini dans les clauses du contrat, hein, donc des SCA historiques et des SCA récentes, sachant qu'il y a une spécificité du contrat Arcos, mais on ne va pas y rentrer, on va partir des sociétés classiques historiques. Donc c'est défini dans les clauses du contrat. Donc les biens de retour, c'est vraiment tout ce qui est nécessaire à l'exploitation de la concession. Hein. Enfin voilà, si j'en prends un type, alors tous les contrats de concession dans un an, ils sont sur le site du ministère. Enfin ça c'est transparent. Donc les biens de retour là se composent des terrains, bâtiments, ouvrages, installations et objets mobiliers nécessaires à l'exploitation de la concession. Et ça c'est biens de retour, c'est à la fin du contrat. Donc c'est immédiatement et c'est gratuitement à l'État. C'est bien un retour gratuit. Ensuite, les biens de reprise, ce sont donc les biens autres que les biens de retour qui peuvent éventuellement être repris par l'autorité concédante en fin de concession. Et du coup, c'est à la valeur nette comptable à la fin de la concession. Ce qu'on disait effectivement tout à l'heure, c'est que donc, déjà, il faut être d'accord sur l'inventaire de ces biens, puisque c'est pas la même chose hein, entre remis gratuitement ou remis à la valeur nette comptable. Donc déjà, il faut être d'accord. Et puis surtout, c'est ces biens qui sont remis par le concessionnaire au concédant sont en bon état d'entretien. Il faut aussi être d'accord sur ce qu'est le bon état d'entretien. Sachant que 7 ans avant la fin donc, de la concession, ils sont censés effectivement se mettre d'accord sur les 5 dernières années sur le programme d'entretien et de renouvellement pour arriver justement à ce bon état à la fin de la concession. Donc nous ce qu'on dit juste, c'est que si vous regardez les contrats types des sociétés historiques, cet inventaire et cette nomenclature, elles étaient censées être établies à la clôture des comptes 2006 et mis à jour tous les 5 ans sous la forme de PV contradictoire entre le concédant et le concessionnaire. Donc, mais c'est bien en tout cas prévu au contrat tout ça. Enfin voilà, tout ça est bien prévu dans les clauses du contrat. Alors, nous, du coup, là, force est de constater que tout n'a pas forcément été respecté. Et on a l'air, c'est un sujet qu'on consacrera dans le rapport quinquennal. Oui, c'est ça, ouais. Mais en tant que tel, pour le coup, on ne peut pas faire... à part le dire et dire que l'État aurait dû faire ça et qu'il faut qu'il le fasse urgemment, voilà. Alors, on a des pouvoirs sur un certain nombre de choses, mais là, sur ça, à part le dire, et considérer que finalement, le fait de le dire et d'être transparent, ça a un certain effet. Non, mais oui, je prolonge. Nous, je répète, hein, on a les pouvoirs que le Parlement nous a donnés. Et dans les missions que nous donne le Parlement, elles peuvent toujours évoluer, hein, y compris sur des questions de suivi de la vie des concessions. Puisque c'est de ça qu'il s'agit. Hein. Des rendez-vous manqués, 2006, des rendez-vous à venir qu'il faut blinder 7 ans avant la fin des concessions, le suivi de la vie d'une concession et du respect de la recherche de l'équilibre qui est fixé en début de concession, ça pourrait très bien être le rôle d'un régulateur. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais il y a quand même une chose que je veux vous dire sur notre pouvoir. Nous, on a un pouvoir d'alerte permanent, puisque nos rapports, on a une obligation, une seule, c'est de les adresser chaque année à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et chaque année, on envoie nos rapports, l'ensemble de nos rapports, au président du Sénat, au président de l'Assemblée, on les double au président de la commission d'aménagement du territoire et développement durable au Sénat, à la commission de développement durable et d'aménagement du territoire à l'Assemblée, et à tous les parlementaires qui nous le demandent. Parce qu'il y a des éléments qui sont des pouvoirs d'alerte, mais ils sont aussi publics. Nous, c'est des choses qu'on fait en toute transparence. On n'est pas là non plus pour faire de la communication. Donc, moi, j'essaye, je le dis en permanence, de faire un point de presse, quelquefois 2 points de presse par an pour attirer l'attention sur les questions, mais il n'y a que la presse spécialisée qui est intéressée par tout ça. Mais le pouvoir d'alerte auprès des parlementaires, en dehors des commissions d'enquête, nous sommes prêts, les membres du collège, les collaborateurs de l'autorité, à les faire valoir d'une manière permanente. Hein. Sur le financement des ouvrages, avant que Stéphanie me complète ce que je viens de vous dire, il y a beaucoup d'ouvrages qui sont cofinancés, hein, y compris dans le PIA, par exemple.
Il y a des ouvrages qui sont cofinancés, où il y a une part de cofinancement. Vous savez, ce qui est d'autant plus important dans le travail que nous faisons sur les évaluations, c'est que ce n'est pas le résultat d'un appel d'offres ou ce n'est pas un avenant. Ce n'est pas non plus la préparation d'un marché comme dans le PIA. C'est une négociation qui se fait entre un concessionnaire et le concédant. Et les marchés se feront après. Mais l'évaluation du prix lui-même de l'opération, elle est faite, elle n'est pas faite dans un domaine concurrentiel. C'est le concédant qui discute avec le concessionnaire de combien il va coûter ton échangeur. Et le concessionnaire, il dit, ben voilà, il va coûter autant. Et le concédant, il a les moyens qu'il a pour vérifier que ce sera effectivement ça ou que ce ne sera pas ça. D'où l'intérêt, c'est ce qu'a voulu le législateur, d'avoir une expertise qui casse un peu cette asymétrie de moyens et d'informations qui existe entre le concédant, entre l'État et les sociétés concessionnaires. Et c'est aussi pour ça qu'on est là. Donc, si le Parlement nous donne d'autres missions et les moyens de les accomplir, on les assumera volontiers. On en voit des possibles dans ce domaine. Mais là, on applique les missions qui nous ont été données par le Parlement. Stéphanie, tu voulais compléter? Oui, je voulais juste dire qu'il ne faut pas sous-estimer entre guillemets, le pouvoir d'influence des avis simples. Si tant est que c'est effectivement qu'un avis simple sur les projets d'avenant ou nouveaux contrats de concession, et qu'on est finalement les compétences, elles sont encore assez récentes, qu'il y a quand même les premiers fruits et les premiers effets de nos avis, même simples. Le PIA a quand même bougé, le président a rappelé comment. On verra, d'ailleurs, on vient vraiment tout juste de rendre et de publier notre avis sur l'avenant d'Atlante, le deuxième avenant d'Atlante, où on dit quand même que pour une partie, ça ne va pas être compensé dans cet avenant. Donc voilà, que va en faire le concédant? Ça va être, notre avis va aussi être transmis au Conseil d'État. Donc voilà, comment va aussi juger tout ça le Conseil d'État? Je sais que vous allez auditionner le Conseil d'État. Donc voilà, c'est aussi des questions à voir. Donc il ne faut pas sous-estimer le pouvoir des avis simples. Et en revanche, le président l'a très bien dit, on est vraiment légitime sur les avenants parce qu'il y a de l'asymétrie d'information entre le concédant et le concessionnaire et qu'il n'y a pas d'appel d'offres et que donc il n'y a pas entre guillemets de prix de marché. Sur les nouveaux contrats de concession, où on intervient aussi à la fin, après la procédure d'appel d'offres, où on intervient vraiment à toute fin, où on nous soumet le projet de décret avant qu'il soit transmis au Conseil d'État et avant publication, d'approbation du décret et publication JO. Là, se pose une question, parce qu'en fait, il y a eu un appel d'offres, donc quelque part, il est censé y avoir un prix de marché. Donc notre rôle est quand même plus compliqué. Voilà. Et on n'a pas les autres offres qui n'ont pas été retenues. Ah oui. Alors, je ne vais pas vous libérer immédiatement parce qu'un doigt s'est levé. Michel Dagbert pour la dernière question de l'après-midi. Merci, Président, d'accepter de me donner la parole et je vous promets que je n'en abuserai pas. Juste remercier le Président Roman ainsi que Madame la Secrétaire Générale pour les informations qu'ils nous ont données, les questions auxquelles ils ont bien voulu répondre. Et dans les questions, nombreuses étaient celles que j'aurais pu moi-même poser. Les collègues les ont très bien posées à ma place. Je voudrais juste faire une observation. Vous avez à l'instant, Madame la Secrétaire Générale, rappelé combien les limites de l'exercice étaient réelles, mais aussi combien l'efficacité pouvait se trouver dans ce cadre-là. Et le président Roman avait, à titre d'exemple, cité les 8 propositions parmi les 57 qui avaient été décelées par l'autorité, et le Conseil d'État vous avez en quelque sorte suivi suite à votre alerte. Ma question est simple, c'est à ce stade, et je ne veux pas vous exposer plus que de raisons dans le cadre de la commission d'enquête, mais j'ai le sentiment que nous avons un peu de temps devant nous, puisque les premières concessions arrivent à échéance en 2030-2031 pour la toute première. Mais que faudrait-il que nous fassions, nous, en tant que parlementaires? Quelles sont les latitudes supplémentaires que nous pourrions octroyer à l'autorité pour faire en sorte, et je vais en venir à ce qui me semble être l'intérêt aussi de cette commission d'enquête, c'est d'explorer le champ des possibles au terme des concessions, à savoir, est-ce que nous n'aurons aucune autre alternative que la concession au terme de celle-ci et donc de renouveler les concessions? Y a-t-il une alternative possible, soit de reprendre en direct la gestion du parc autoroutier,
soit d'avoir un mixte, comme ça a été le cas dans un passé pas si lointain, c'est-à-dire l'économie mixte, c'est-à-dire une part de la puissance publique et des actionnaires privés. Donc ces trois hypothèses, sont-elles encore crédibles à l'heure où nous parlons, ou avez-vous déjà le sentiment que ça va être compliqué si on ne se dote pas de moyens supplémentaires? Bien, une question bien complète, mon cher Michel. Monsieur le Président. C'est une question qui, finalement, sera au cœur de vos conclusions et qui ne relève, vous n'exposerez pas le régulateur sur cette question parce qu'il ne prendra aucune position sur cette question, mais tout ce qui pourra être donné comme moyen au régulateur d'éclairer les parlementaires dans la décision qu'ils seront amenés à prendre seront les bienvenus. Nous en avons déjà beaucoup, il nous en manque, on les a évoqués rapidement. Lorsque on doit donner un avis sur un contrat, un nouveau contrat, et qu'on a connaissance dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres que de la réponse de celui qu'on nous propose de retenir, c'est quand même difficile d'avoir un avis sur la justesse oui, l'équilibre de la compétition qui a eu lieu. Mais je veux dire que dans les hypothèses que vous évoquez, il y en a une qui n'est pas possible, parce que le droit européen ne le permet pas. On ne renouvellera pas les concessions. On les remettra en appel d'offres, mais on ne renouvellera pas les concessions. Et fort heureusement, parce qu'il faudra tirer les leçons de tout ce qu'on aura vu comme défaut ou comme qualité dans les contrats qui ont été signés pour 60 ou 70 ans. D'un côté, il y a un concessionnaire qui prend tous les risques, et de l'autre, il y a un concédant qui paye tous les risques. Mais après, il faut trouver combien on paye les risques, parce que les risques, c'est pas le concédant qui les paye, c'est l'usager finalement. Et donc, moi j'ai entendu une multitude de propositions qui consistaient à dire peut-on mesurer les risques à 20 ans en avance? Quand la privatisation a eu lieu en 2006, personne n'imaginait la crise de 2008. Et les sociétés concessionnaires, quand on leur fait le reproche de faire des beaux chiffres et des belles progressions de chiffre d'affaires, nous disent oui, mais il nous a fallu presque 10 ans pour rattraper le trafic poids lourd de 2008 après la crise de 2008. Bon, c'est sans doute vrai, mais ça veut dire que est-ce qu'il ne faut pas dans les contrats de concession des clauses de revoyure, des clauses de partage, des clauses... Bon, tout ça, ce sont des questions, je suppose, que vous aurez à examiner au fur et à mesure de l'avancée de vos travaux. Mais c'est pour ça que c'est très intéressant d'avoir une commission d'enquête sur ces questions. Tout à fait. Et la question de Michel Dagbert était vraiment la problématique de la commission d'enquête. Et nous essaierons d'apporter des réponses. Mes chers collègues, merci pour la qualité et la précision de vos questions. Et Monsieur le Président, Madame la Secrétaire Générale, merci également de la qualité de votre intervention et la précision des réponses qui ont été apportées aux membres de notre commission d'enquête. Et on est à votre disposition pour vous fournir tous les documents. Je l'ai dit à Madame l'administratrice. C'est bien noté. Voilà. On viendra vers vous pour toute précision complémentaire. Merci à tous et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à vous.